Bruno Chicoine, je suis ingénieur forestier en foresterie urbaine. J'ai été mandaté par la ville de Dieppe pour les accompagner dans l'élaboration d'une réglementation municipale qui tiendra davantage compte des arbres urbains. Alors, premièrement, pourquoi on voudrait plus d'arbres en ville? Bien, les arbres en ville, ce qu'on appelle la forêt urbaine, ça fournit une multitude de bénéfices à la collectivité. On parle de services écologiques comme améliorer la qualité de l'air, comme abaisser les températures en été, comme réduire le débit de pointe de l'eau pluviale pendant les orages. On parle aussi de services économiques, comme réduire les demandes énergétiques, climatisation et chauffage en réduisant la vitesse du vent en hiver. Ça accroît la valeur des propriétés, ça accroît l'attractivité des quartiers. Ça peut même réduire certains coûts de santé, parce que c'est bon pour la santé d'avoir les arbres. D'ailleurs, on parle même de services sociaux, de bénéfices sociaux, comme par exemple, ça encourage l'activité physique, ça favorise les échanges entre les voisins, ça favorise les échanges intergénérationnels, ça favorise même la concentration des élèves en classe, puis ça diminue les symptômes de déficit d'attention avec hyperactivité. Ça réduit le stress associé à la conduite en milieu urbain. C'est tellement bon pour la santé que ça atténue les symptômes de dépression nerveuse, tellement que ça commence à être prescrit par les médecins. Tout le monde y est gagnant, les municipalités, même les constructeurs de maisons, en fait les propriétaires de maisons aussi. Il y a une multitude d'études qui démontrent que la présence d'arbres et le déploiement de la forêt urbaine accroît la valeur des propriétés sur le marché. L'Université de Washington a beaucoup de travaux en ce sens et un site web très intéressant avec ces quelques mots-clés-là, Green Cities, Good Health. Vous allez trouver un paquet de références. L'une d'elles démontre que l'influence de la préservation des arbres est si grande que la différence de coût, elle est largement rattrapée par la valeur plus élevée au moment de la revente. Puis une autre étude aussi démontre que les propriétés où il y a des arbres qui ont été conservés se vendent plus cher et plus rapidement. Une autre étude démontre que la conservation d'arbres à l'échelle du paysage permet d'accroître la valeur marchande des maisons de 3 à 15 %. Une autre étude démontre que la proximité d'un parc boisé peut accroître les prix de vente de 8 à 20 %. Puis au-delà des études, je suis certain que votre expérience du marché en témoigne. D'ailleurs, n'importe qui a déjà magasiné une maison, réalise bien que la présence d'arbres est mise en valeur par le courtier, est mise en valeur par le photographe aussi qui circule ou qui cadre les arbres de sorte à le montrer. Une motivation très grande qu'on devrait collectivement avoir, puis que les municipalités, ça figure à l'agenda des municipalités, c'est l'adaptation au changement climatique. Les prévisions météorologiques, on parle d'un accroissement de la fréquence et de l'intensité des épisodes caniculaires, ainsi que des épisodes de pluie diluvienne. Puis dans les deux cas, les arbres sont le meilleur outil d'adaptation au changement climatique que les municipalités peuvent avoir. Puis quand on parle de canicule, là, oui, on parle de confort, mais on peut même parler de survie des personnes à risque. Il y a eu une canicule très importante en France. Est-ce que c'était en 2003? Je suis plus certain de l'année, mais il y a eu une surmortalité de quelques dizaines de milliers de personnes. Là. Ça a été très grave. Maintenant, si on revient à Dieppe et à la réglementation, aujourd'hui, il y a quelques concepts clés que cette capsule-là veut expliquer. Premièrement, la notion d'arbre privé versus arbre public. Les arbres publics, de toute manière, on y touche pas, mais la réglementation, la nouvelle réglementation va s'adresser aux arbres privés. Donc oui, même si on est sur notre terrain, les arbres et la forêt urbaine, c'est considéré comme un bien public, donc la réglementation veut s'y attarder davantage. Ensuite, la notion d'étude arboricole et la notion de mesure de protection des arbres pendant les travaux. Un aspect super important à comprendre, c'est que le système racinaire d'un arbre n'est pas profondément ancré dans le sol. C'est plutôt largement déployé dans le sol. Puis, ça ne fait pas juste puiser de l'eau, il y a aussi des échanges gazeux. Il y a des échanges d'air entre l'atmosphère et le système racinaire, de sorte à ce que la compaction du sol est très néfaste pour un arbre. Un exemple concret ici, tous les arbres qu'on voit, puis pourtant la photo a été prise en été, là, tous les arbres qu'on voit sont morts des suites de la compaction du sol, parce qu'à cet endroit-là,
Il y a un stationnement qui a dû s'improviser pour les employés. Donc, ils pensent que leur stationnement est en rénovation. Donc, il y a eu des travaux sur une bâtisse. Bref, improviser un stationnement de fortune sur un endroit qui était gazonné. Puis après quelques mois de stationnement répétitif, pourtant, c'est juste des véhicules légers. Là. Et après quelques mois de stationnement répétitif, bien, la compaction du sol a mené à l'asphyxie du système racinaire et au dépérissement complet des arbres. Maintenant, l'étude arboricole. L'étude arboricole, c'est quoi? Bien, c'est tout simplement une caractérisation des arbres d'un site avant les travaux. Quand on applique pour obtenir un permis de construction, on doit fournir. L'étude arboricole va être un autre document qui vient caractériser les arbres d'un site, tout simplement pour permettre après ça à ce qu'un humain puisse juger de ce qui est pertinent à conserver, de ce qui l'est moins, puis de ce qui est possible de conserver dépendamment des travaux à venir. Ça ne veut pas dire qu'on va empêcher la construction des maisons parce qu'il y a des arbres, on s'entend là-dessus. Par contre, s'il y a des arbres d'intérêt, donc des arbres d'espèces intéressantes, exempts de défauts, vigoureux, qui ne sont pas en fin de vie, qui sont sécuritaires, puis qui sont en plus en périphérie de la construction prévue, ou que le terrain est assez grand pour permettre un léger ajustement de l'implantation, bien à ce moment-là, on va exiger l'implantation de mesures de protection pour essayer de favoriser la conservation de cet arbre-là. Donc, une étude arboricole, je crois que n'importe quelle firme en environnement peut effectuer une telle étude. C'est tout simplement le positionnement, l'identification donc de l'espèce, l'inspection visuelle des arbres de sorte à y déceler des défauts de structure, évaluer la vigueur des arbres, fournir quelques photos pour permettre après ça à quelqu'un, l'ingénieur forestier à la municipalité de juger de l'intérêt ou non de la conservation des arbres d'intérêt. Ensuite, en fonction de l'implantation. Puis il y a des arbres que même s'ils sont parfaitement vigoureux, on n'émettra aucune mesure de protection, on va accepter leur abattage préalablement aux travaux parce qu'ils ont des défauts de structure. Ils ont des défauts, comme là par exemple ici la fourche. Dans le domaine de l'arboriculture, on reconnaît que de l'écorce comme ça coincée entre deux tiges, on appelle ça de l'écorce incluse, mais on reconnaît ça comme étant un défaut de structure qui nous permet de douter de la solidité de cet arbre-là. Puis ça, c'est un arbre qu'on a fait abattre même s'il était parfaitement vigoureux. Donc ensuite, là, une fois que l'étude arboricole a pointé quelques arbres d'intérêt, la prochaine étape, si la Ville juge qu'il y a des arbres d'intérêt à conserver, sera peut-être d'imposer certaines mesures de protection des arbres d'intérêt. Là, il ne faut pas voir ça comme étant super sorcier. Des mesures de protection, en fait, c'est tout simple. C'est premièrement et surtout clôturer un périmètre autour des arbres, autour d'une rhizosphère vitale. Ce que c'est la masse critique pour permettre la survie de l'arbre. C'est pas le périmètre de tous les racines d'un arbre, ça serait beaucoup plus grand que ça, mais c'est vraiment la masse critique qu'on dit, bon ben, si on réussit à conserver cette superficie-là exempt de compaction du sol, exempt, on va empêcher même le stationnement de véhicules, l'entreposage de matériaux, aucune perturbation du sol. À ce moment-là, le système racinaire va continuer à respirer par cet endroit-là, puis le chantier peut avoir lieu. L'arbre devrait survivre. Ensuite, un autre aspect, s'il y a de l'excavation à effectuer, on va imposer une précoupe racinaire. Puis la précoupe racinaire, encore une fois, c'est pas sorcier. C'est simplement plutôt que de creuser directement avec le godet, excusez-moi, j'ai un Rex de Cournoye et ces chats-là sont dépendants affectifs, ça en est fatigant. C'est ça. Donc, quand il y a une excavation à effectuer à proximité d'un arbre, plutôt que d'y aller directement avec le godet, là, on comprend qu'une fois que le godet va finir par les casser, les racines, mais avant de la casser, la racine, ça va tirer dessus, puis ça risque d'arracher un paquet de radicelles. Ça risque d'endommager le système racinaire plus loin que l'excavation prévue. Alors, ce qu'on va demander de faire, c'est une précoupe. C'est donc avec une quick cut, tout simplement couper les racines avant de les arracher. Puis oui, ça demande peut-être 2 ou 3 passages successifs, mais la majorité des racines sont dans une profondeur de 80 cm. Donc, il suffit de faire la précoupe sur cette profondeur-là. Puis, au-delà de 80 cm, on peut continuer directement avec le godet. Prend quelques minutes de plus, effectuer une précoupe racinaire, ça fait une différence énorme sur la survie des arbres après la perturbation. Évidemment, aussi, on a déjà vu aussi mettre des madriers sur les troncs, donc des arbres qui sont à proximité des voies d'accès au chantier, c'est au cas où qu'un godet ou
qu'un bras ou un véhicule en reculant puisse s'accoter parce qu'il y a des blessures mécaniques. Donc, arracher des portions de l'écorce, ça aussi, c'est très, très dommageable pour la vigueur des arbres. Alors voilà, il va en résulter peut-être une portion de terrain clôturé où on essaie de limiter la perturbation au maximum. Les mesures de protection à l'étude arboricole, c'est pas là pour nous empêcher de construire des maisons ou d'effectuer des agrandissements. C'est tout simplement pour essayer collectivement qu'on conserve davantage d'arbres. Nos quartiers, nos maisons vont être plus faciles nos quartiers vont être plus attractifs, nos maisons vont être plus faciles à vendre, plus cher. Tout notre quartier va être plus agréable. On va être plus content d'y vivre. On va plus avoir le goût d'aller marcher après le souper. Quand on veut, on peut. Collectivement, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait désirable pour nous, ainsi que les générations futures, d'accroître l'indice de canopée dans notre milieu de vie. C'était Bruno Chicoine. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci.